Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Commentant hier dans le quotidien L'Humanité la carte des 179 manifestations culturelles et artistiques annulées cette année faute de moyens, le comédien Philippe Torreton parle de débâcle culturel, avec demain, dit-il, des artistes sans travail, mais aussi des villes sans voix. Des festivals meurent ou réduisent leur programmation. Ce recul fragilise le droit de chacun et chacune de créer, de jouer ou d'assister à une pièce de théâtre, à un concert ou à un spectacle de rue. Les activités culturelles et artistiques ne sont pas des variables d'ajustement, des activités accessoires qui pourraient être ballottées selon le diktat de l'austérité. Elles sont essentielles au plan humain comme au plan économique. Économiser sur la culture en période de crise, c'est prendre le risque de l'obscurantisme. Économiser sur la culture, c'est priver la République des outils et des espaces d'émancipation et d'imaginaire vitaux pour que les citoyens et citoyennes soient acteurs de la démocratie et du vivre ensemble. Or, le délitement auquel nous assistons est en grande partie dû au désengagement de l'État et à la baisse des dotations aux collectivités. Votre ministère, par le biais de ses directions régionales, propose aujourd'hui aux collectivités de signer des pactes culturels dans lesquels elles s'engagent à maintenir leur soutien en matière culturelle. Mais Madame la Ministre, pour s'engager de leur côté, les collectivités ont besoin de moyens. Dans cette période difficile où les pratiques culturelles dans leur diversité sont plus que jamais utiles, seul l'État peut garantir la qualité et la diversité de l'offre culturelle sur tous les territoires. Madame la Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour sortir la culture de cette spirale et recréer les moyens d'une politique culturelle ambitieuse, accessible à tous et à toutes? Merci. Merci Madame Buffet. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre Marie-Georges Buffet. Vous l'avez dit, la culture est toujours un choix politique et c'est précisément le choix qu'a fait le gouvernement au moment où il met en œuvre un plan d'économie à hauteur de 50 milliards d'euros pour les prochaines années. Le Premier ministre a indiqué il y a peu que le budget de la culture serait non seulement stabilisé pour cette année, mais augmenté à partir de l'année prochaine. Par conséquent, ce choix, nous le faisons. Il est difficile dans une période de contraintes financières. Je le sais, je ne minore pas la difficulté que peuvent avoir les collectivités locales à maintenir leurs dépenses culturelles, mais je crois que toujours c'est un choix politique qui doit être fait. Alors c'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, j'ai souhaité lancer cette initiative des pactes culturels par lequel je m'engage, le ministère de la Culture s'engage auprès des collectivités locales qui font ce choix de la culture à stabiliser les financements dédiés à la culture pour les 3 prochaines années, afin de donner aux acteurs culturels de la visibilité pour leurs activités au cours des prochaines années. Vous avez évoqué les festivals, Madame la Ministre. Je voudrais vous dire que ces festivals, pour la plupart, ont été créés par les collectivités locales sans le soutien financier de l'État. Et ils permettent effectivement d'avoir une grande vitalité, une grande créativité sur notre territoire. Et je constate moi aussi avec tristesse que les collectivités se désengagent de ces festivals. Mais le rôle que peut jouer l'État pour soutenir cette dynamique, c'est de maintenir et de soutenir le régime de l'indemnisation de chômage des intermittents du spectacle. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement j'ai, avec mon collègue François Rebsamen, entrepris de consolider ce régime, et ce sera le cas dans la prochaine loi sur le dialogue social qui sera présentée et discutée dans cet hémicycle avec François Rebsamen. Donc voilà, Madame la Ministre, soutenir le financement de la culture dans les prochaines années, s'engager concrètement auprès des collectivités, et réformer le régime de l'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Voilà la manière dont nous traitons cette question. La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, tous les départements de France sont aujourd'hui dans l'examen de leur carte scolaire, l'Allier aussi. Comme parlementaire, comme élu local, j'ai vécu depuis quelques années sous le régime de la proposition, de la discussion, de la concertation. Nous venons de passer sous le régime de l'injonction. L'administration ferme des classes, y compris en zone de montagne, y compris là où nous avions depuis 3 ans trouvé une façon juste de progresser. Y compris là où demain les projections précitées par l'administration seront démenties. S'ajoute à cette nouvelle façon de considérer les élèves, leurs parents, les enseignants et les élus
des méthodes contestables, par exemple en contradiction avec la modification de la loi que nous avons opérée ici le 8 juillet 2013, les enfants de moins de 3 ans ne sont jamais décomptés dans les prévisions d'effectifs. Pire, quand on inscrit systématiquement les enfants entrant en CLIS dans une école de l'aire urbaine pour fermer une telle classe dans une école rurale. Ma question est donc simple. Sommes-nous face à de nouvelles orientations et méthodes de l'éducation nationale, notamment dans ces territoires ruraux, dont la mutation, bien comprise par le ministre jusque-là, avait suscité une attention particulière, saluée par toute la communauté éducative? Merci, Monsieur Charras. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Charras. La question que vous posez est particulièrement importante puisque, vous le savez, l'accès à l'éducation, vous l'avez rappelé, préoccupe les habitants et les élus des territoires ruraux, comme d'ailleurs l'accès aux services publics. Vous avez raison de rappeler combien l'école en milieu rural doit être un lieu de réussite éducative et citoyenne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait choisi d'aborder ce sujet dans le cadre des Assises des ruralités et notamment celui qui s'est tenu dans votre département, dans l'Allier, qui avait donné l'occasion à Najat Vallaud-Belkacem de dessiner avec les acteurs et les élus locaux des propositions d'action adaptées aux spécificités démographiques et géographiques de nos territoires ruraux. Ces propositions ont ensuite été annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel aux ruralités. Et je veux vous rappeler que les académies à dominante rurale bénéficient d'un taux d'encadrement plus favorable afin de prendre en compte les spécificités de l'école en milieu rural, que sont la taille des classes, mais aussi les contraintes géographiques diverses. L'État accompagne également en priorité les communes rurales dans la mise en place de leurs projets territoriaux éducatifs. Et vous le savez, nous encourageons le regroupement de la mise en réseau des écoles pour répondre aux besoins des enfants. Et Najat Vallaud-Belkacem est particulièrement attentive à la situation des écoles en milieu rural. Et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de soutenir les élus locaux qui s'engagent dans cette démarche de réorganisation du réseau. La ministre a plusieurs fois rappelé dans cet hémicycle combien elle y était attachée pour maintenir tout ou partie des postes et des classes. C'est le cas dans votre département qui a engagé ce travail. Les travaux se poursuivent dans l'intérêt de nos enfants. Merci. Il y a un peu trop de bruit encore dans l'hémicycle pour que l'on puisse bien entendre les orateurs. Et je le dis avant de donner la parole à Monsieur Gilles Carrès, président de la Commission des finances. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le budget pour 2015 que notre Assemblée a voté fin décembre dernier est devenu obsolète. C'est le constat qu'Éric Woerth et moi-même faisons. Dès janvier, il a fallu prévoir de nouvelles dépenses pour lutter contre le terrorisme. En mars, la Commission européenne a demandé un effort budgétaire supplémentaire de 4 milliards d'euros car elle estime que le déficit public est excessif. La semaine dernière, vous avez annoncé de nouvelles baisses d'impôts en faveur des entreprises. Puisque notre budget est désormais caduc, il faut donc le corriger. Or, Monsieur le Premier ministre, vous refusez de soumettre au débat de notre Assemblée le programme de stabilité. Pire encore, vous refusez de faire une loi de finances rectificative en milieu d'année. Vous voulez donc entretenir l'opacité, le brouillard jusqu'à l'automne prochain, comme si vous aviez peur de traiter les questions financières avec le Parlement, avec l'Assemblée et donc avec l'ensemble des Français. Alors, c'est vrai que nos finances publiques se portent mal, il n'y a pas de réforme structurelle pour maîtriser les dépenses et la dette s'envole. Mais ce n'est pas une raison pour faire comme l'autruche et se mettre la tête dans le sable. Et puis, cela pose un vrai problème de démocratie. Et je m'adresse au président de notre Assemblée, Claude Bartolone. À quoi sert notre Assemblée nationale, Monsieur le Président, si elle ne peut même pas discuter des problèmes budgétaires? Même votre porte-parole, Monsieur Le Foll, souhaite un débat. Et vous n'en voulez pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous à cacher sur nos finances publiques?
Merci, Monsieur Carrez. Pour vous montrer que le débat existe, la parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Dites-moi, il est quand même bien prêt. Il est quand même bien placé pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Carrez, j'ai pour vous, personnellement et compte tenu de votre fonction, comme pour l'ensemble de ce Parlement, de cette Assemblée, beaucoup de respect. Et donc je vous répondrai avec le respect que, par ailleurs, me semble-t-il, ce sujet mérite de la part de tous. Y a-t-il un projet de finances caduc? La réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez la réponse, s'il vous plaît. Ce que le programme de stabilité, pour les initiés, les propositions de la France, du gouvernement français, qui sont soumises à votre critique et à votre débat, c'est les propositions qui sont faites à la Commission et à l'ensemble de nos partenaires. Est-ce que les propositions qui sont dedans sont contraires à la loi de finances pluriannuelle qui a été votée ici? La réponse est non. La stratégie de diminution de nos déficits est parfaitement conforme à ce qui a déjà été voté ici. C'est la France qui décide, c'est le Parlement qui a décidé et le gouvernement aujourd'hui met en œuvre, en dialogue avec la Commission, les décisions que vous avez prises, en tous les cas que la majorité de cette Assemblée a votées. Y a-t-il plus d'économies que celles qui étaient prévues? Ce qui alors nécessiterait évidemment un nouvel examen et un nouveau vote. La réponse est non. Nous mettons en œuvre strictement et scrupuleusement les orientations et les décisions qui ont déjà été prises par cette Assemblée, par cette majorité, qui a voté un programme d'économie de 21 milliards pour l'année 2015. Pour des raisons que vous connaissez bien, la très faible inflation, il y a une partie de ces économies que nous n'avons pas vu constater. Et donc, il y a des mesures nouvelles qui sont proposées dans le cadre et le respect absolu et du règlement et de la loi organique et de la Constitution. Vous serez informés point par point de l'ensemble de ces décisions. C'est légitime et normal et le débat aura lieu. Monsieur Carrez, nous avons passé 2 heures délicieuses en commission des finances. Nous allons recommencer la semaine prochaine et au début du mois de mai, il y aura un débat dans cet hémicycle parce que sur ces sujets-là, c'est vous qui avez beaucoup à cacher et pas nous. Eh bien voilà, alors la parole maintenant est à Monsieur Alain Fauré. S'il vous plaît, on a changé de question. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. En juin 2012, lorsque nous sommes élus, nous faisions face à une situation économique et financière très difficile. La dette avait un rythme de croissance explosive, 1 850 milliards d'euros, dont 650 milliards sur les 10 dernières années. Le chômage explosait lui aussi, 35 000 chômeurs, hélas, supplémentaires par mois. Un redressement des comptes publics s'imposait et une nécessité de relancer la croissance était impérative pour la création d'emplois. Vaste programme. En premier lieu, nous avons entamé une politique de diminution des dépenses et une augmentation des impôts, hélas, qui faisait suite à celles conduites par nos prédécesseurs. Ces mesures commencent à porter leurs fruits. Ces premiers efforts nous ont permis de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu grâce à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dans laquelle nous nous sommes engagés. La relance volontariste de l'investissement et de la production par le crédit d'impôt, compétitivité, emploi et le pacte de responsabilité, ainsi que le grand plan d'investissement lancé par le gouvernement. Contre vents et marées, nous avons tenu dans cette politique d'effort et de redressement. Le contexte économique international dans lequel le gouvernement porte aussi une part active, notamment sur le plan européen, la baisse de l'euro, mais aussi le prix de l'énergie et du pétrole, vient compléter les actions entreprises. Tout cela laisse à penser qu'une croissance supérieure à 1% pour 2015 est envisageable et rend donc caduque la demande du président Carrez. Au global, 2016 et 2017 pourraient se présenter de manière bien plus favorable, ce qui laisse augurer une meilleure situation des finances, de l'emploi et la situation du pays. Merci, Monsieur Fauré. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. L'objectif qui est le nôtre et qui se traduit d'ailleurs dans ce document qu'on appelle le programme de stabilité, mais qui est dans la continuité des votes qui sont intervenus ici. C'est la France qui décide.
en dialogue avec nos partenaires européens. C'est la moindre des choses quand on a la même monnaie de dialoguer avec les autres. Mais c'est la France qui décide. Notre stratégie, c'est quoi? C'est une stratégie de retour à une croissance la plus forte possible, à une croissance qui nous permette de réparer le tissu économique qui a été brisé par des années et des années de crise, en particulier à partir de 2007-2008, avec des dégâts considérables, de réparer le tissu social, car l'objectif de toutes nos politiques, qu'elles soient des réformes, qu'elles soient dans le domaine budgétaire, qu'elles soient dans le domaine financier, c'est l'emploi. Faire en sorte que nous ayons une croissance suffisante pour faire reculer le chômage en créant des emplois. Nous allons, à la fin de cette année, être sur un rythme de l'ordre de 1,5% de croissance. J'ai fait ce matin des hypothèses qui ont été saluées comme étant crédibles, comme étant réalistes. C'est le plancher sur lequel nous devons nous appuyer. 1% au total pour l'année, 1,5% comme rythme à la fin de l'année, 1,5% pour l'année prochaine. C'est ce qu'il nous faut pour commencer à faire reculer le chômage. C'est ça la tension profonde, c'est ça notre volonté. Je sais qu'elle est partagée très largement sur l'ensemble de ces bancs. Alors pour ce faire, oui, une trajectoire de diminution des déficits, mais sans aucune austérité, en mettant en œuvre le programme d'économie que nous avions prévu, les 50 milliards, tous les 50 milliards, mais pas plus de 50 milliards, car nous ne voulons rien faire qui risquerait de briser la reprise qui commence maintenant. Et nous le faisons y compris en baissant les impôts, car à partir de 2015, c'est une baisse des impôts, une baisse des prélèvements obligatoires, c'est une rupture avec ce que d'autres ont pu faire pendant les années précédentes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Hugues Fourage. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, l'opposition s'est présentée aux élections municipales et départementales comme la championne des baisses d'impôts. Dans une interview au Journal du Dimanche cette semaine, Nicolas Sarkozy l'a répété avec son arrogance coutumière. Nous avons fait campagne sur des engagements, nous devons les tenir, pas d'augmentation d'impôts. À l'évidence, la parole du président de l'UMP est aussi légère que l'action qu'il a menée comme président de la République. On vient en effet d'apprendre qu'à peine installés, les maires des grandes villes dirigées par la droite ont rompu leurs promesses. À Toulouse, à Bordeaux, à Nice, à Tours, à Marseille, c'est le Tour de France des hausses d'impôts. La palme revenant à notre collègue M. Moudingue à Toulouse, qui prélève d'un seul coup 30 millions dans la poche des Toulousains, soit une augmentation de 15%. Magnifique exemple de la schizophrénie de nos collègues de l'opposition. Chantres de la défiscalisation à Paris et promoteurs de la surfiscalisation dans leurs communes. Ces princes du double langage veulent nous faire porter le chapeau en invoquant la baisse des dotations financières de l'État. Sans doute n'ont-ils pas lu le programme de leur propre parti. L'UMP veut réduire de 150 milliards les dépenses des publics alors que leurs propres élus dans leurs communes ne sont pas capables de diminuer de 150 000 €. Alors, Monsieur le Premier ministre, il est temps de rappeler que le sarkozysme d'opposition n'est pas plus performant que le sarkozysme d'État. C'est votre gouvernement qui a eu le courage d'engager la baisse des dépenses publiques et des impôts. C'est votre gouvernement qui réduit les prélèvements pour 9 millions de personnes et stabilise pour les autres. Que chacun prenne sa part de l'effort. Les communes comme la puissance publique, l'opposition comme la majorité, c'est à condition que la France tournera le dos à la médiocrité des oppositions frontales. Merci, Monsieur Fourage. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Hugues Fourage, vous l'avez rappelé, les villes et les intercommunalités sont en train de voter leur budget. Et plusieurs municipalités ont justifié, il y a eu même y compris ici des questions, des hausses particulièrement élevées des impôts locaux par la baisse des dotations de l'État. Mais la hausse des impôts locaux n'est ni générale ni massive, contrairement à ce que je lis ou j'entends. De nombreuses villes et agglomérations respectent les engagements qui ont été pris vis-à-vis des habitants. Et je pourrais vous citer de nombreuses villes qui font ce choix de toute couleur politique, qui n'augmentent pas les impôts. Metz, Rouen, Amiens, Besançon, Le Havre, Limoges, Montreuil, Rennes, Nantes, Brest, Saint-Étienne, et j'arrête là la liste. Alors je crois
qu'il faut cesser non seulement les polémiques inutiles, mais la démagogie. Les élus sont libres de leur choix de gestion. Quand ils augmentent les impôts locaux, qu'ils se justifient devant leurs électeurs par la politique qu'ils comptent mener sur leur territoire et qu'ils respectent surtout devant eux les engagements qu'ils ont pris lors des campagnes électorales. Les renier un an après, c'est-à-dire avoir menti devant les électeurs pour gagner les élections, c'est mettre en cause la crédibilité de l'action et de la parole politique. Le gouvernement a décidé une baisse de la dotation globale de fonctionnement des collectivités de 3,5 milliards d'euros en 2015, qui correspond à la part des collectivités dans la dépense publique. C'est vrai et nous l'assumons. Tous les acteurs publics, État, organismes de sécurité sociale et collectivités locales doivent prendre leur part aux efforts d'économie. On ne peut pas essayer de nous donner des leçons sur les économies nécessaires et nous dire en même temps qu'il ne faut pas en faire partout et de la manière la plus juste et équilibrée possible. C'est ça une politique de sérieux budgétaire. C'est ce qui nous permet de relancer l'investissement des entreprises avec le pacte de responsabilité et de solidarité. Et la baisse de l'impôt sur le revenu concernera à la rentrée 9 millions de foyers cette année. Et n'essayez pas, mesdames et messieurs de l'opposition, de brouiller les pistes. Assumez les augmentations d'impôts quand vous les prenez dans vos villes. Je n'ai jamais sous-estimé, vous le savez, l'effort qui est demandé aux collectivités locales dans la contribution au redressement des finances publiques. C'est pourquoi j'ai annoncé la semaine dernière des mesures de soutien à l'investissement des collectivités locales. Nous y travaillons en ce moment même avec l'Association des maires de France et les associations d'élus du bloc communal. Mais je n'accepte pas les contre-vérités, les mensonges et les campagnes qui visent à occulter devant les Français les vraies responsabilités. Quand tel maire d'une grande ville, je pense à Toulouse, annonce qu'il augmente sa taxe foncière et sa taxe d'habitation de 15% pour obtenir 30 millions d'euros de recettes supplémentaires par an, alors que sa baisse de DGF est de 12 millions en 2015, il ne peut pas dire que sa décision d'augmenter les impôts est contrainte par la baisse des dotations, et je pourrais multiplier les exemples. Par ailleurs, je rappelle que le projet de l'UMP propose de diminuer la dépense publique globale de 150 milliards d'euros, que votre président de l'UMP, alors candidat à l'élection présidentielle, avait proposé 10 milliards d'euros supplémentaires de baisse des dotations. Alors, soyez cohérents, soyez courageux, assumez votre mensonge, celui devant les Français et devant les électeurs, quand vous leur avez dit que vous n'augmenteriez pas les impôts. Oui, monsieur le député, vous avez raison de parler de schizophrénie. Monsieur Cochet, et vous avez ça va raison comme ça. de me permettre Ça de va. rétablir la vérité, car c'est un débat qu'il faut avoir devant les Français. Merci, monsieur le Premier ministre. Bon. Maintenant, on retrouve son calme, monsieur Cochet, et on écoute la parole de monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, simplement, vous avez oublié Lille dans votre discours. Les dotations fortement réduites de l'État viennent d'être notifiées aux collectivités locales. C'est 3,5 milliards d'euros en moins pour 2015. C'est 11 milliards sur 3 ans. Monsieur le Premier ministre, oui pour une baisse de la dépense publique, mais au bon endroit et dans la concertation. C'est une baisse des Cette baisse des dotations est très mal vécue dans nos territoires ruraux. Monsieur Denaja, vous allez nous vous tuer plaît. à petit Allez. feu. Monsieur Nos Roman, budgets de ça va. fonctionnement sont Allez. déjà très serrés et nous n'avons pas de marge de manœuvre afin de les réduire. Ainsi, chaque euro en moins versé Monsieur par Pérez, l'État, retrouvez votre c'est de calme. l'investissement en moins dans l'économie locale. Et les mesures pansement relatives au FCTVA et à l'augmentation de la DETR ne répareront pas le mal. Le monde rural a besoin de mesures justes et adaptées à ses réalités. Tout d'abord, l'amplification de la péréquation. Monsieur Baïs, ça va. Et ensuite, la répartition des dotations doit se faire dans un esprit d'aménagement du territoire. Monsieur le Premier ministre, notre monde est en transition, transition numérique, transition écologique et bien d'autres. Monsieur le Premier ministre, à quand la transition rurale? Pour une transition juste, équitable, budgétée
et qui tient compte des réalités des territoires. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Et je vous demande aux uns et aux autres de faire un petit peu moins de bruit. Il y a des cris qui sont insupportables dans cet hémicycle. J'ai entendu ce que vous avez dit sur la ruralité. C'est un vrai sujet, bien évidemment, d'où les assises de la ruralité, les mesures que nous avions annoncées avec Sylvia Pinel, notamment à Laon, il y a quelques semaines, l'augmentation aussi de la dotation pour les communes rurales que j'avais annoncée au Congrès des maires à l'automne dernier. Mais c'est sur votre première remarque que je veux répondre parce qu'elle est intéressante. Puisque Monsieur le Président de la Commission des finances voulait de la clarté et de la transparence. Le gouvernement présente là encore ses perspectives budgétaires devant la Commission européenne. Mais ce qui est important dans une démocratie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que l'opposition présente ses propositions, ses contre-propositions. Vous nous dites il faut faire des économies. Vous nous proposez 150 milliards d'économies. Le président de l'UMP dit qu'il faut faire des économies. Alors le vrai débat qu'il faut avoir sincèrement et en transparence devant les Français, vous l'avez dit, c'est où on fait ces économies et où on fait porter l'effort. Et alors, il faut engager le débat. Il faut vous suivre. Moi, j'ai compris où est-ce que vous vouliez faire porter l'effort et je calque sur ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir. Vous souhaitez diminuer les moyens dans la police et dans la gendarmerie alors qu'aujourd'hui nous avons besoin de sécurité. Vous souhaitez diminuer, et Nicolas Sarkozy l'a encore dit dans une interview ce dimanche dernier, les moyens pour l'éducation nationale et en même temps, sur les bancs de l'opposition, vous nous demandez plus de postes d'enseignants pour les territoires urbains et ruraux. La schizophrénie, elle est où? Vous, est-ce que vous voulez faire porter cet effort? Où? Vers les retraites, vers les personnes âgées, vers les personnes handicapées, parce que vous voulez tailler dans ce que vous appelez l'assistanat, alors que ce sont des politiques de solidarité que les Français demandent. Alors, Monsieur Vigier, oui, il faut un débat sur l'effort, parce que chacun doit participer à l'effort au moment où nous sommes en train de réussir, non seulement à ce qu'il y ait un retour de la croissance, mais à diminuer la dette et l'endettement du pays par rapport à l'état du pays que nous avons trouvé. Alors, Monsieur Vigier, Mesdames et Messieurs de l'opposition, soyez au clair, un vrai débat sur vos propositions pour que les Français puissent vraiment choisir. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Martine Linière-Cassou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la ministre, hier, nous avons voté à une très large majorité le projet de loi pour la santé. Permettez-moi, Madame la ministre, d'abord de saluer votre courage et votre détermination dans ce débat, car vous vous êtes heurtée à toutes les corporations libérales de santé. Ce projet de loi est porteur de grands progrès sociaux dont le plus emblématique est la généralisation du tiers payant d'ici 2017. Ce projet de loi porte aussi la conviction que la politique de santé, ça n'est pas que les soins. C'est aussi, et peut-être d'abord, la promotion de la santé et la prévention. Ce texte vise également à une efficacité plus grande de notre système de santé par la refonte de son organisation territoriale et son pilotage stratégique. Ce texte affirme enfin que les enjeux de santé sont des enjeux éminemment démocratiques. C'est pour cette raison qu'il prévoit l'ouverture des données, l'action de groupe et à votre initiative, vous avez déposé des amendements en ce sens, la lutte contre les conflits d'intérêts. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous détailler aux Français les mesures votées en matière de démocratie sanitaire et en particulier les dispositions relatives à la transparence? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Martine Linière-Cassou,
Oui, la loi de modernisation de notre système de santé porte aussi sur la qualité des soins. Et nous savons qu'il y a un enjeu très important à donner confiance à nos concitoyens. Nos concitoyens, face à certaines situations, se posent des questions sur la qualité de leur prise en charge et sur la qualité des produits qui leur sont proposés. Régulièrement, des affaires viennent sur le devant de la scène qui amènent à s'interroger sur l'impartialité de ceux qui proposent des décisions et sur les liens qui peuvent exister entre les professionnels de santé et les décisions publiques. C'est pour cela qu'un certain nombre de décisions ont été prises. J'ai mis en place, il y a maintenant plusieurs mois, au mois de juillet dernier, un site transparence.gouv.fr qui permet de voir ce que sont les liens entre les médecins et les laboratoires pharmaceutiques. Mais nous devons aller plus loin et c'est pour cela que dans la loi a été voté avec un très large soutien, je dois le dire, a été voté un ensemble de mesures. L'une d'entre elles prévoit de mettre en évidence les relations qui existent entre les professionnels et les laboratoires à travers des conventions. Le montant des sommes allouées aux professionnels figurera désormais sur ce site Transparence et les professionnels qui travaillent dans les agences sanitaires, par exemple, devront les déclarer sur leur déclaration d'intérêt. De la même manière, parce qu'il ne suffit pas de déclarer, il faut suivre la réalité des situations. Un déontologue sera nommé dans chaque agence sanitaire qui devra rendre un avis pour la situation dans ces agences. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est attentif à ce que les Français puissent avoir confiance dans leur système de santé. Madame. La parole est à Monsieur Daniel Gibbs. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À quelques heures de la limite de dépôt des motions du PS, la présidente des Jeunes socialistes rappelait au président de la République ses promesses de campagne en faveur de la jeunesse et invitait votre gouvernement à entendre, je cite, « la déception des jeunes ». Elle a ainsi notamment déploré l'absence des grandes mesures structurelles qui s'adressent à tous et l'abandon de la priorité donnée à la jeunesse en parlant de promesses passées à la trappe au profit de mesures qui n'étaient pas annoncées. Alors même que le candidat Hollande assurait aux jeunes en 2012 qu'ils étaient sa priorité absolue, force est de constater que ceux-ci n'en finissent pas de pâtir de la crise et qu'ils semblent être sortis du radar de votre gouvernement. Un constat étayé par un rapport récent du Conseil économique, social et environnemental qui dresse le portrait alarmant d'une jeunesse qui se précarise et voit ses conditions de vie se dégrader. La situation s'avère dramatique pour une partie non négligeable de cette population dans l'Hexagone, mais aussi outre-mer, où elle est plus sensible encore en matière d'emploi, mais aussi de logement et de santé. Je rappelle pour illustrer mes propos quelques chiffres édifiants. Un jeune sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. 34% des 15-29 ans ont un emploi précaire. Un étudiant sur 3 renonce à des soins pour des raisons financières. Des jeunes qui représentent également quelques 25% des places d'hébergement d'urgence ou qui, pour près de 2 millions d'entre eux, sont sans emploi ni formation. Malgré les quelques avancées de votre plan priorité jeunesse, la mise sur pied d'une politique de la jeunesse digne de ce nom, Monsieur le Premier ministre, se fait attendre. Alors que les chiffres du chômage confirment qu'ils sont les plus touchés, que fait le gouvernement d'un président Hollande qui disait vouloir être jugé sur un seul objectif? Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je vous remercie. Merci, monsieur. La parole est à Madame Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gibbs. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Je comprends vos interrogations et vos inquiétudes, mais je ne peux vous laisser dire que la jeunesse est laissée de côté. C'est une priorité du Président de la République, c'est une priorité du gouvernement, et ceci pas dans les discours, mais bien dans les actes. Depuis 2012, les moyens consacrés aux jeunes, et particulièrement à ceux de 16 à 25 ans, ont augmenté. 85 milliards sont consacrés à nos politiques jeunesse, soit une augmentation de 12% entre 2012 et 2015. Ce que la droite n'a pas fait et ce que vous, monsieur le député, vous n'avez pas fait. Pour lutter contre la précarité, la garantie jeune couvrira près de 70 territoires et 50 000 jeunes à la fin de l'année. L'objectif fixé est de 150 000 jeunes en 2017, plus qu'une allocation de subsistance, c'est aussi un accompagnement renforcé vers la formation et vers l'emploi.
Accompagner les jeunes, c'est également mettre plus de moyens à Pôle emploi, notamment pour encourager leur emploi et à travers aussi les contrats d'avenir. Dans les suites également directes du comité interministériel du 6 mars dernier, nous avons mis en place un contrat starter pour les jeunes décrocheurs recrutés dans les entreprises qui recevront à ce titre une aide renforcée. Enfin, par la création de la nouvelle prime d'activité, se substituant à la prime pour l'emploi et au RSA activité, il s'agit de droits nouveaux pour les jeunes. Le rapport du CESE de février 2015 sur l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins pose des questions essentielles. Sur ce point, Patrick Kanner travaille en lien direct avec Georges-Paul Angevin pour prendre en compte la spécificité de la situation des jeunes ultramarins. L'agenda social de l'outre-mer est en préparation. C'est une priorité, faire confiance à notre jeunesse et lui donner confiance. Cela passe par plus d'autonomie et c'est cela qui guide l'action du gouvernement. Merci madame. La parole est à madame Danielle Auroi. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bernard Cazeneuve. Monsieur le Ministre, un nouveau drame s'est produit en Méditerranée, causant la mort de plus de 400 personnes, fuyant et la guerre et la misère pour rejoindre l'Europe. Après Lampedusa, l'année dernière s'était illustrée par l'épouvantable record de plus de 3500 morts dans ces terribles naufrages, gérés par d'épouvantables naufrageurs. La Méditerranée est devenue la voie migratoire la plus dangereuse au monde. Et l'Europe ne pense qu'à fermer ses frontières. Est-ce digne de l'Europe? Le rapport 2014 d'Amnesty International l'a montré, jamais le nombre d'individus fuyant les conflits et l'instabilité n'a été aussi élevé. Et ce sont les pays frontaliers qui assument la plus grande part de l'accueil des populations civiles. La Turquie a accueilli près d'1 million de réfugiés syriens, quand la France a répondu à l'appel du HCR de 2003 en s'engageant à en accueillir 500. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs pointé la France au dernier rang européen. Pourtant, la solidarité vis-à-vis des civils pris au piège est aussi un des piliers de notre groupe de sécurité. L'opération de sauvetage Mare Nostrum, faite par les Italiens, a permis de sauver des vies sans créer d'appel d'air. La preuve, depuis la fin de cette opération, les départs continuent d'augmenter. La difficulté d'accéder aux procédures d'asile aux frontières extérieures terrestres de l'Union, en Hongrie, en Bulgarie notamment, pousse ces désespérés à de dangereuses traversées de la Méditerranée pour tenter de trouver protection. Nous ne pouvons pas abandonner les pays limitrophes comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne en les laissant agir seuls. Alors, Monsieur le Ministre, devant ces drames humains à répétition, entendez-vous soutenir auprès des autres États membres la mise en place d'une opération européenne de recherche et de sauvetage en Méditerranée? Et quelles mesures de soutien d'urgence aux pays limitrophes pouvez-vous engager? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, je veux d'abord, comme vous venez de le faire à l'instant, m'indigner de ces morts qui sont intervenues hier et qui font suite aux 3000 personnes disparues en mer au terme de naufrages au cours de l'année 2014. Ces drames, ces tragédies humaines sont le résultat du cynisme d'organisations internationales de la traite des êtres humains qui n'hésitent pas à mettre des migrants de plus en plus nombreux et vulnérables sur des embarcations de plus en plus frêles, dans des conditions de plus en plus aléatoires, après avoir prélevé sur ces migrants un véritable impôt sur la mort, compte tenu du nombre de ceux qui perdent la vie en Méditerranée centrale. Vous nous demandez si la France est prête à agir au plan européen. Vous êtes présidente de la délégation parlementaire et vous savez parfaitement que nous agissons et que nous inspirons même la politique de l'Union européenne sur plusieurs points. D'abord, nous sommes résolus et nous agissons pour lutter contre les filières de l'immigration irrégulière en Europe et en France par l'accroissement de la coopération entre nos services de police et de renseignement. En 2014, ce sont 226 filières supplémentaires du crime organisé, de la traite des êtres humains qui ont été démantelées en France, une augmentation de 14% de ces filières démantelées. À Calais, où ces filières font un mal sur le plan humain considérable, c'est 30% d'augmentation de ces filières démantelées. Deuxièmement, nous avons cette loi sur l'asile qui doit nous permettre en France d'accueillir dans des conditions plus dignes les demandeurs d'asile pour des raisons d'humanité. Je ne peux que regretter d'ailleurs la décision prise par la Commission du Sénat de retarder l'examen de ce texte qui relève de l'urgence humanitaire et regretter cette décision totalement irresponsable. Enfin, nous avons besoin absolument
de faire en sorte que les frontières extérieures de l'Union européenne soient protégées. Frontex se substitue à Mare Nostrum, mais Frontex assurera aussi le respect des principes de droit de la mer et le sauvetage des populations. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bernard Debré. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, la situation du médicament est préoccupante. À l'heure où je vous parle, en France, la pénurie de certains médicaments et vaccins est majeure. Plus de 200 médicaments et de nombreux vaccins sont impossibles à trouver. Je pense au BCG, vaccin contre la tuberculose, au DT polio pour les nouveau-nés. Ces vaccins sont pourtant obligatoires pour pouvoir inscrire son enfant dans une crèche. Ils ne sont plus disponibles depuis des mois à cause de l'explosion de la demande mondiale. Comment les parents peuvent-ils dès lors inscrire leurs enfants dans une crèche? Je pense aussi aux médicaments contre la maladie de Parkinson qui sont en rupture de stock, et il y en a bien d'autres. Je le répète, plus de 200 médicaments parmi les plus utiles manquent aujourd'hui. Madame la ministre, notre pays est tributaire de l'Inde et de la Chine. C'est là-bas que sont fabriquées les molécules qui sont ensuite transformées en Europe de l'Est, la France ne faisant que les conditionner. Sauf pour les nouvelles molécules qui sont certes efficaces pour certaines, mais coûtent très cher. L'Inde et la Chine produisent à flux tendu et préfèrent vendre leurs produits prioritairement à des pays émergents et plus chers. En France, les laboratoires ne jouent pas le jeu. Certains préfèrent ne plus importer les anciens médicaments, trop peu chers, pour vendre les nouveaux, pas forcément meilleurs, mais beaucoup plus lucratifs. Les grossistes, eux aussi, pour gagner plus d'argent, vendent 10% de leur stock hors de France. Face à cette situation préoccupante pour la santé et la sécurité de nos concitoyens, quelles mesures concrètes et d'urgence comptez-vous prendre? Merci, Monsieur Debré. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Bernard Debré, c'est vrai qu'il y a des tensions, parfois des ruptures, en ce qui concerne l'approvisionnement de certains médicaments. Tensions ou ruptures qui ne concernent, il faut le dire, pas uniquement la France, et qui concernent beaucoup de pays, en particulier de pays européens. Et c'est la raison pour laquelle la première démarche à engager est une démarche européenne afin que nous puissions avoir une politique de gestion concertée des stocks. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque viennent à manquer certains médicaments dans certains pays, nous nous entraidons pour faire face aux besoins. Au-delà de cela, et vous le savez très bien, Monsieur le député, nous avons voté dans la loi qui a été adoptée hier, dans l'article 36, une mesure qui porte spécifiquement sur les médicaments thérapeutiques majeurs et qui impose désormais aux laboratoires de prévoir et de proposer des options au moment de la mise sur le marché pour faire face à des problèmes de rupture d'approvisionnement. C'est ainsi que la manière dont les laboratoires répondront aux situations de rupture fait partie des conditions de la mise sur le marché. Parce que, et j'en viens à la question du BCG, beaucoup de problèmes sont dus à des problèmes uniquement industriels. Sur le BCG, le problème qui est rencontré vient du processus industriel et du vissage des bouchons sur les flacons. Nous avons en France pris des mesures pour orienter les vaccins de façon prioritaire en direction des PMI et des centres antituberculeux, des PMI pour que les enfants puissent se faire vacciner, accéder à l'école bien sûr et à des places en crèche. Nous faisons en sorte de garantir à tous les enfants qui en ont besoin le vaccin qui est un vaccin essentiel pour la vie collective. Vous le voyez, Monsieur le député, le gouvernement assume ses responsabilités, y compris face à des enjeux internationaux. Madame la ministre. La parole est à Madame Michèle Fournier-Armand. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Les Français aiment la radio. Ils ont bien raison, car ce média garde dans notre pays une richesse, une diversité et une qualité exceptionnelle. Cette qualité doit d'ailleurs beaucoup à la gauche qui, à partir de 1981, eh oui, avait libéré le corset dans lequel la droite avait enfermé le paysage radiophonique français. Radio généraliste, radio musicale, radio jeune,
radio publique, radio locale. En France, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les styles. À titre personnel, permettez-moi de le dire, j'aime France Bleu Vaucluse. Madame la ministre, pour des millions de Français, la situation à Radio France est un sujet de préoccupation. Notre majorité, bien évidemment, a suivi l'évolution de la situation récente car elle est attachée à la préservation de cette belle maison. Préoccupation car, comme l'a montré la Cour des comptes, des erreurs graves ont été commises au cours de la période précédente, notamment dans la rénovation de la maison de la radio. Préoccupation, car l'inquiétude des personnels doit être prise au sérieux. Madame la ministre, vous avez récemment nommé un médiateur, Dominique Jean Chertier, pour renouer le dialogue et trouver une issue à la crise. Hier, 4 syndicats sur 5 se sont prononcés pour l'arrêt de la grève. Aujourd'hui, les matinales ont repris. Madame la ministre, ma question est simple. Pouvez-vous partager avec nous votre appréciation de la situation? Merci madame. La parole est à madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Donc Merci, on écoute monsieur la réponse dans le calme. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Michèle Fournier-Armand, l'esprit de responsabilité, vous l'avez dit, a prévalu et je m'en félicite. Mais le conflit à Radio France, la médiation conduite par Dominique Jean Chertier, révèle un malaise très profond, vous l'avez souligné dans votre question, et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus le commenter ou le dénoncer dans un esprit de polémique, mais comme vous le suggérez, il faut y travailler dans un esprit de service public. Et c'est le texte qu'a présenté le médiateur et les explications que j'ai apportées aux organisations syndicales qui ont permis d'ouvrir la voie à la fin de ce conflit. C'était le rôle de l'État, proposer une méthode sincère, loyale et franche. Face aux organisations syndicales, j'ai rappelé la nécessité des réformes, mais j'ai tenu également à lever certaines inquiétudes. Par exemple, j'ai insisté sur l'importance vitale du réseau local dans les missions de service public de l'entreprise. Et comment puis-je le dire plus clairement? La mutualisation dans la production des programmes n'est pas et ne sera pas la règle de fonctionnement dans les antennes de France Bleu. Alors tout au long de ces 3 semaines de conflit, j'ai agi en responsabilité. D'abord en demandant que le président Gallet mette son projet sur la table et en me prononçant immédiatement pour faire connaître la position de l'État. Ensuite, en nommant Dominique Jean Chertier comme médiateur. Et je veux ici saluer son grand professionnalisme. Enfin, en mettant tout en œuvre pour que nous puissions sortir de ce conflit et que s'ouvre enfin la deuxième partie de la mission, celle qui doit permettre de penser l'avenir et d'élaborer le contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2015-2019. Donc aujourd'hui, notre objectif commun doit être de rassembler tous les salariés de Radio France et de construire son avenir. Attaquons-nous maintenant aux racines profondes du malaise. Continuons ce travail grâce à la méthode qui est née de la médiation, une méthode fondée sur l'écoute, sur le dialogue social et la volonté de retrouver la confiance. C'est sûr que certains auraient voulu que la sortie soit plus rapide, mais je crois que les 10 ans pendant lesquels rien n'a été entrepris pour songer à l'avenir de Radio France nécessitait que nous prenions le temps de poser les bases d'un dialogue social rénové. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Piron. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé la semaine dernière des mesures de soutien à l'investissement public local, notamment un préfinancement à taux zéro, des remboursements de TVA aux collectivités. Cette annonce révèle-t-elle une prise de conscience des graves problèmes auxquels ces dernières doivent faire face? L'effondrement de l'investissement des collectivités, moins 14% pour les communes et intercommunalités en 2014, et les craintes pour les années à venir ont d'ores et déjà des conséquences dramatiques pour l'emploi, particulièrement dans les travaux publics. À cela, 2 raisons principales. La réduction sans précédent des dotations aux collectivités, contrainte certes par la dégradation des finances de l'État et qui explique certaines hausses d'impôts, mais tout autant, sinon plus, l'incertitude majeure qui pèse sur notre organisation territoriale, tant en ce qui concerne le périmètre des intercommunalités que leurs relations aux communes, et qui commande désormais l'ordre du jour des élus locaux. Loin en effet d'éclairer l'avenir des régions et des départements,
des intercommunalités et des communes, la réforme en cours installe un véritable désordre institutionnel qui paralyse l'initiative publique. Ainsi, faute de visibilité, nombre de projets sont à l'arrêt. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Aujourd'hui, les élus ont un urgent besoin de savoir où vous allez et où ils vont. Quand donc proposerez-vous une perspective claire aux collectivités territoriales et plus largement à toutes celles et ceux qui se soucient d'action publique? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Perron. C'est vrai que vous avez participé au débat et qu'il faut quand même remettre quelques pendules à l'heure. D'abord, concernant la baisse des dotations qui mettrait en danger l'investissement local. Il faut rappeler, parce que l'ensemble de nos concitoyens peut-être ne le savent pas, la baisse des dotations correspond cette année très exactement à 1,6% des recettes réelles de fonctionnement. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit cette baisse-là, même si elle est difficile et assumée, le Premier ministre l'a rappelé, qui mette en danger l'investissement des collectivités locales. Secondement, nous avons ensemble discuté de l'organisation des collectivités territoriales et avancé structurellement sur cette organisation. Les 13 régions vont permettre d'avoir un PIB par habitant qui soit à un même niveau. C'est-à-dire que nous avons cassé cette spirale qui tue effectivement l'investissement de régions très pauvres et de régions beaucoup plus riches. Le Limousin, par exemple, va se retrouver aujourd'hui avec l'Aquitaine en situation d'investir. Ensuite, Monsieur Michel Piron, nous avons décidé de mettre en commun et de mutualiser nos moyens. Et ça, c'est une réforme structurelle. Parce que lorsque nous avançons ensemble sur l'intercommunalité, lorsque nous avançons ensemble sur la conférence, et je reviens en une seconde, d'investissement local, nous avançons structurellement vers une rationalisation des moyens. Pourquoi? Parce que nos citoyens veulent payer moins d'impôts locaux, mais ils veulent aussi avoir plus de services publics, injonction contradictoire. Le Premier ministre s'est engagé de façon très forte. Le remboursement de la FCTVA n'étant pas possible à l'année N+1, vous en avez largement convenu, on fera des prêts à taux zéro, donc trésorerie zéro pour les collectivités. Et en plus, 600 millions pour nos DETR, des crédits, 200 millions de plus pour la DSU. Bref, autant d'enveloppes qui vont permettre d'expliquer à nos concitoyens que les collectivités les plus riches correspondront à 7 fois la baisse des dépenses quand les autres ne feront qu'1 euro d'effort. C'est ça la justice. Justice, solidarité, rationalité. Merci Madame. La parole est à Monsieur Alain Geste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé des Transports et j'y associe notre collègue Éric Woerth. Depuis quelques mois, à chaque fois que l'on entend parler des transports ferroviaires de voyageurs, quel qu'en soit le lieu, les nouvelles sont inquiétantes, voire désespérantes. En Normandie, c'est l'inquiétude en raison du plan d'action de Guillaume Pepy, remis à la commission présidée par notre collègue Duron, car il se traduirait par des suppressions de lignes ou la division par 2 des liaisons Paris-Rouen-Le Havre. En Dordogne, les clients de la SNCF vivent la galère au quotidien en raison de trains supprimés ou remplacés par des bus, des retards, les wagons bondés, et nombre d'entre eux ont entrepris une grève de la présentation des titres de transport. La région Nord-Pas-de-Calais a bloqué des versements à la SNCF pour protester contre la diminution des horaires d'ouverture des guichets dans les gares. Un récent sondage a démontré que, en 10 ans, le taux de satisfaction des usagers n'a cessé de baisser, moins 19%. En Picardie, la semaine dernière, une association a utilement proposé d'accompagner les 5 à 6 000 voyageurs clients captifs de la SNCF, car prenant le train pour se rendre sur leur lieu de travail vers Paris. Le constat est cruel. Un matériel en mauvais état, très peu de trains de grande capacité, donc un manque de place et des voyageurs debout pendant plus d'1 heure, des rames en panne qui tardent à être réparées car les services de maintenance sont surchargés, des trains annulés par manque de conducteurs, des transferts inopinés vers des cars en cours de voyage, des retards chroniques depuis la mise en place du cadencement. Monsieur le ministre, au quotidien, c'est l'enfer. Et le quotidien joue beaucoup sur le moral et le bulletin de vote de nos compatriotes. Et en Picardie, et spécialement à Amiens, c'est la double peine parce que le barreau Creil-Roissy permettant enfin une desserte TGV n'est toujours pas confirmé. Alors, Monsieur le ministre, vous qui êtes au pouvoir depuis 3 ans, avec vos amis qui sont encore
au pouvoir dans les régions. Merci, que pouvez-vous dire Monsieur pour Jess. rassurer La les parole citoyens est à Monsieur excédés? Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je pense que la séance est extrêmement intéressante puisque nous apprenons au fur et à mesure, et je le partage avec vous, que sur la diminution de la dépense publique, il ne faut pas toucher aux collectivités locales ni aux infrastructures, mais ça restera entier le mystère de savoir où on trouve les 150 milliards que vous voulez économiser. Et vous avez raison, c'est là toute la contradiction, vous avez raison de poser la question du ferroviaire et des infrastructures. Je l'ai dit dès que je suis arrivé dans cette responsabilité, l'objectif doit être la sécurité, la maintenance et les trains du quotidien. Et vous voudrez bien accepter que je vous rappelle que de ce point de vue-là, le vieillissement de ces voies ne s'est pas fait ou accéléré en 3 ans et que nous avons collectivement un retard très important parce que d'autres choix ont été faits à un moment donné et qu'on a probablement abandonné, il faut le reconnaître, le management et la culture, notamment de la sécurité et de la maintenance. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous sommes confrontés à des difficultés. Vous avez raison sur la ligne d'Amiens. Je partage ce constat. C'est une des lignes les plus difficiles. Elle bénéficie du traitement des lignes sensibles, mais il y a encore des difficultés et j'ai demandé expressément à la SNCF de me tenir informé des décisions qui sont prises pour répondre à la préoccupation de ces citoyens. Et puis il y a la question de Roissy-Picardie. Je vous rassure, ainsi que l'a dit le Premier ministre, l'ensemble des crédits, je veux être clair, l'ensemble des crédits nécessaires sera inscrit dans les CPER des 2 régions pour la réalisation de Roissy-Picardie. Il y a actuellement une négociation qui est normale entre la SNCF et les régions. Il y a des questions de dessert, des questions de financement. Mais lorsque cette négociation sera finie, la déclaration d'utilité publique sera faite et le gouvernement sera au rendez-vous. Les Picards peuvent nous faire confiance. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Francis Hilmeyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Madame la ministre, la France affiche sa volonté de mener sa révolution énergétique par l'organisation de la prochaine conférence internationale du climat, la COP21, mais aussi sa grande loi sur la transition énergétique. C'est une volonté et une ambition que nous partageons. À l'UDI, le Grenelle de l'environnement, la dynamique des territoires et celui de la culture du résultat sont essentiels, loin des incantations dogmatiques. Or, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que cette volonté partagée n'est pas portée par une vraie politique énergétique digne de ce nom, ni dans le projet de loi de transition énergétique, ni dans le projet de loi NOTRe. En effet, pour que notre pays prenne le train de la révolution énergétique, il doit pouvoir s'appuyer sur ses territoires, les régions, acteurs de terrain essentiels de la nouvelle donne énergétique. Il n'en est rien. La nouvelle organisation territoriale censée armer les nouvelles régions aux défis du XXIe siècle a été menée au mépris des identités territoriales où le contenant, les régions, a été totalement dissocié du contenu, leurs compétences, sans se soucier des différentes situations régionales et sans en mesurer tous les enjeux. Vous avez ainsi créé artificiellement de nouvelles entités territoriales avant même de penser à leur organisation et contre la volonté d'une grande partie de la population. Cette erreur de méthode rendra, croyez-le bien, les politiques régionales inefficaces. C'est vrai pour la Bretagne, mais aussi pour l'Alsace, qui sont précurseurs à travers leurs conférences régionales de l'énergie et de l'atmosphère et leur comité de concertation de l'énergie. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Comment comptez-vous concilier ces spécificités et ces initiatives régionales uniques, qui sont de véritables réussites, avec les schémas d'aménagement prévus dans la loi NOTRe? La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une question intéressante. Nous en avions débattu en marge de la loi parce qu'effectivement, la réforme est structurelle. Et pour que la réforme soit structurelle, nous avons commencé ensemble, vous avez participé, à supprimer un certain nombre de schémas régionaux d'aménagement du territoire, stratégie régionale d'intermodalité, schémas régionaux climat, air, énergie, plans régionaux de prévention, etc., en un seul schéma qui doit donner des grandes orientations politiques pour que les intercommunalités puissent, fortes de cet engagement collectif, répondre à nos concitoyens. Donc j'entends
votre interrogation, parce que les schémas régionaux concernant l'environnement d'une manière générale et après accord de la majorité de la commission concernée ont été exclus de ce schéma régional d'aménagement du territoire et du développement durable. Mais avec ma collègue Ségolène Royal, nous avons été extrêmement clairs. S'il y a une volonté des commissions d'abord, puis de l'Assemblée nationale et du Sénat en seconde lecture d'intégrer les schémas, nous n'avons pas d'opposition. Parce qu'effectivement, vous avez raison, dans le même temps où nous donnons aux régions le pouvoir d'impulser un certain nombre de politiques spécifiques, c'est déjà dans la loi, il serait intéressant que sur la transition énergétique, sur climat, air, énergie, effectivement, ce soit intégré au schéma régional. Donc moi, je suis tout à fait ouverte à cette discussion, Ségolène Royal également, et si le Sénat puis l'Assemblée nationale nous orientent dans cette direction, il n'y a aucun problème et nous sommes à votre disposition pour en discuter en amont, parce que c'est vrai que pour réussir la COP 21, il faut que nos régions soient exemplaires. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci. Ma question s'adressait au Premier ministre, mais visiblement, il a eu peur, il est parti. Et donc, j'associe à cette question Valérie Pécresse et les députés de la région parisienne. Loger nos concitoyens, Monsieur le ministre, est un objectif légitime auquel nous souscrivons tous. Mais cela ne signifie pas de faire n'importe quoi. Pire, saccager, je dis bien saccager des sites qui constituent des patrimoines écologiques irremplaçables. Sans aucune concertation, on voit surgir dans la presse 33 projets qualifiés d'opérations d'intérêt national, OIN en région parisienne pour construire, pour bétonner quoi? Pour bétonner des sites de verdure remarquables comme à Marly-Marly, comme les hippodromes de Saint-Cloud, d'Anguin, de Rambouillet et de Maisons-Laffitte, un scandale, et tout cela au mépris, en violation des règles publiques qui protègent ces sites, dont le classement au titre des sites, la coulée verte du SDRIF et les PPRI qui interdisent toute construction inondable. Alors que comprendre? Tout cela illustre que vous ne commandez pas à ces technocrates frustrés de la FTRP qui vaticinent pour justifier leur existence. Monsieur le Premier ministre, vous voulez loger les Français? Sachez qu'il existe des centaines de milliers de logements vacants en province. Au lieu de bétonner à outrance la région parisienne et de la rendre invivable, on ne pourra plus y circuler. Aider les entreprises à s'installer dans les villes de province où il y a des logements vacants et notamment des logements sociaux. Quand allez-vous mettre en place une politique d'aménagement du territoire qui permette de ne pas saccager la région parisienne et permette aux Français de vivre dans des conditions absolument acceptables? Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Miard. Je voudrais vous répondre très précisément sur cette question, puisque beaucoup de contre-vérités ont été exprimées. Mais la première, c'est la crise du logement qui sévit en Île-de-France, dans les territoires tendus, peut-être plus qu'ailleurs. Et les Franciliens qui peinent à se loger, qui peinent à trouver un logement adapté à leurs besoins, apprécieront vos propos dans cette question. Hier, le Premier ministre a réuni le comité interministériel sur le Grand Paris pour faire le point sur l'avancée du volet aménagement et logement du Grand Paris. Avec 56 000 logements mis en chantier sur les 12 derniers mois, la tendance est à la hausse, mais nous sommes encore loin des 60 000 logements qui sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre et amplifier nos efforts. Lors du comité interministériel d'octobre 2014, une trentaine de sites ont été identifiés sur 2 critères simples. D'abord, le potentiel de construction et ensuite la desserte en transport. Les services ont fait une analyse approfondie qui donne lieu actuellement à une concertation autour des ateliers du Grand Paris du logement, concertation avec les élus locaux, avec les aménageurs. Et en aucun cas, les projets ne sont aujourd'hui actés, décidés. Nous travaillons en partenariat avec les élus, avec les aménageurs pour réussir ce Grand Paris de l'aménagement et du logement. 2 ateliers ont déjà eu lieu. J'espère que le débat se passera de manière constructive. Et s'agissant des OIN, Monsieur le député, il s'agit d'un outil
apprécié au cas par cas. Et l'État travaillera avec les élus autour d'un projet de développement partagé. Les sites seront annoncés en septembre. Donc inutile de polémiquer sur un sujet aussi sérieux et attendu par les Franciliens. Merci Madame de ne pas avoir effrayé Monsieur Miard. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.